tous, vous m'entendez bien, je l'espère. Bienvenue. Alors voilà, ce nouveau TEDU consacré à la continuité pédagogique et aux classes virtuelles, quels enseignements tirer du confinement? Alors peut-être quelques mots d'abord sur les TEDUC. Les TEDUC font partie d'un ensemble d'actions éducatives proposées par Universcience, actions qui se traduisent par une collaboration étroite avec le corps enseignant au travers de rencontres régulières, d'un programme d'ateliers, de tables rondes et de stages. Donc je vous invite à aller consulter le programme des prochains TEDUC sur les sites de la Cité des Sciences. Alors, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, donc quels enseignements tirer du confinement? Pendant les quelques semaines qu'a duré le confinement, l'école à la maison a été le lieu d'expérimentation, pour le moins disparate, du côté des enseignants et du côté des parents aussi. À une extrémité, on a pu voir des enseignants qui se sont épuisés à maintenir un lien avec leurs élèves, qui n'ont pas osé ou pas su utiliser les outils numériques et qui ont essentiellement travaillé à travers des échanges individuels avec beaucoup de fatigue parfois, voire de la culpabilité. Et puis à l'extrême opposé, d'autres se sont montrés très à l'aise avec les outils numériques et ont presque profité de cette période pour tester de nouvelles formes d'apprentissage, de pédagogie et de coopération. Alors, que retenir de cette période unique? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui mériterait d'être poursuivi, développé? Et après, quelle école d'après? C'est la question donc au cœur de ce webinaire. Et pour en discuter, nous avons le plaisir d'accueillir Éric Briard, qui est professeur à l'Université de Paris, directeur du laboratoire EDA, Éducation, discours, apprentissage, dont le travail de recherche porte depuis 35 ans sur l'informatique, le numérique et l'éducation. Bonjour. Émilie Cocher, professeure d'histoire-géographie en collège, coordinatrice du dossier des cahiers pédagogiques, éducation aux médias et à l'information, les cahiers pédagogiques qui sont donc partenaires de STEDUC. Et puis Jean-Charles Léon, membre du comité de rédaction des cahiers pédagogiques et professeur de musique en collège, également co-coordonnateur du livre Construire ensemble l'école d'après avec Sylvain Connac et Jean-Michel Zakartchouk. Alors, je vais peut-être vous montrer justement ce livre tout de suite. Le voilà. Je pense que vous le voyez. Alors voilà, pour commencer, peut-être qu'on peut commencer par parler de ce qui a marché, pendant cette période de confinement, brièvement. Alors, une chose peut-être qu'on peut retenir, c'est maintenir le lien. Il s'agissait avant tout de maintenir le lien. Alors, peut-être qu'on peut commencer avec vous, Émilie Cocher. Vous avez maintenu le lien à l'aide d'un blog avec vos élèves. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu? Comme la plupart des enseignants, je me suis retrouvée au début du confinement dans l'incapacité de communiquer avec mes élèves via l'ENT, qui ne fonctionnait plus du tout. Mon établissement avait choisi de nous laisser libres finalement des outils qu'on choisissait d'utiliser avec eux. J'ai préféré regrouper tout dans un blog dont vous voyez la page d'accueil à un moment T, et notamment j'y avais mis tous les espaces de travail de la classe dont j'étais professeur principal, ce qui était écrit en haut, les espaces de travail de la 5e 1, ce qui me permettait de garder le lien avec eux, de la même façon que certains se sont emparés de l'espace qui leur était autorisé, de mettre des commentaires, alors qui étaient modérés a priori, ce que je leur avais expliqué. Puis nous avions aussi une classe virtuelle hebdomadaire avec chacune de mes classes, donc de mes 6 classes. D'accord, merci. Jean-Charles Léon, vous aussi, vous avez maintenu le lien, alors avec des ateliers philo. Vous pouvez nous raconter un petit peu, parce que vous êtes professeur de musique, mais ce sont des ateliers philo que vous avez faits pendant la période de confinement. Alors, comme Émilie, je n'étais pas prêt du tout. Je n'avais pas le matériel et surtout, je base mes cours sur le chant, sur le groupe, sur l'interaction groupale. Autant vous dire que c'était bien difficile. D'autre part, maintenir le lien pour moi, qui est environ 450 élèves. Quel lien? 450 liens, qu'est-ce que ça voulait rien dire? Et je dois bien dire que je me suis d'abord épuisé à essayer de transformer mes cours, à faire quelque chose que je n'arrivais pas à faire. De toute façon, je ne suis absolument pas formé sur les outils modernes. Je suis un vieux professeur et je suis sur une pédagogie de la musique très pratique et très collective. C'est une philosophie de la musique personnelle qui est partagée par beaucoup de mes amis d'ailleurs. Donc, pris de cours,
je me suis trouvé dans le paradoxe de faire des cours magistraux frontaux en interrelation individuelle avec 450 élèves qui de toute façon ne venaient pas, puisqu'ils étaient surchargés de travail par l'équipe enseignante du collège, qui pensait bien faire, ce n'est pas du tout une critique de ma part, mais très rapidement, le principal de mon établissement, qui a eu un rôle absolument formidable dans mon établissement, nous a dit diminuer la charge de travail par 4, tant les élèves étaient vraiment exempts, surchargés par tout ce qu'il y avait à faire. Donc les cours de musique, il faut aussi dire que les enseignants ont aussi pu être victimes de la pandémie, et le confinement est devenu assez rapidement tragique dans ma famille, ce qui a fait que j'ai eu un mal fou à me connecter, et j'ai choisi effectivement de faire des ateliers philosophie, que je décrirai tout à l'heure, j'imagine, qui sont des ateliers de parole avec des règles très précises et qui me permettaient de garder un lien ouvert et sur la base du volontariat avec les élèves qu'ils désiraient. Et les résultats ont été très étonnants. Au niveau de la musique, j'ai fabriqué sur le Pearl Trees du collège une banque de données, de morceaux qu'ils pouvaient entendre, de petits films qu'ils pouvaient voir sur les orchestres, etc., en alimentant cela régulièrement pour qu'ils gardent un lien musical. Et effectivement, beaucoup d'élèves y sont allés pour écouter de la musique qui n'était pas celle qu'ils avaient l'habitude. Tout cela a quand même été fort difficile, je dois bien l'avouer, et sérieusement secoué, et continue à secouer d'ailleurs ma façon d'enseigner. Et justement, si on veut en tirer un enseignement, parce que effectivement des témoignages, il y en a beaucoup, chacun a vécu cette expérience de façon différente, mais ce qu'on peut en tirer comme enseignement, c'est l'importance, je crois, du groupe. Alors, ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai écrit un long article dans le livre que vous avez cité, donc Construire ensemble l'école d'après, un article avec Pierre de Lyon, qui est un merveilleux pédopsychiatre, et un ami maintenant, et sur les effets du groupe. Et oui, on a eu ça a révélé, je pense que ça a révélé une demande extraordinaire de groupe. Et j'ai été rapidement furieux d'entendre les termes de distanciation sociale, même physique en fait, parce que la distanciation sociale n'a pas existé. La preuve, on est à distance, mais on fait société en ce moment. Physique non plus, et j'ai essayé, et je continue à utiliser dans mes classes, le terme de distanciation sanitaire, c'est-à-dire celle qui prend soin. Prendre soin de l'autre. Je demande à mes élèves de porter le masque le mieux possible pour prendre soin de moi qui suis plus vieux, qui donc a un risque réel si j'attrape ce virus. Et cela a changé mon rapport aux élèves. Il y a une, je ne veux pas dire une tendresse, mais il y a une attention de leur part à moi qui est très étonnante. Par exemple, dans les quelques mouvements que je fais dans la classe, en ce moment, je sens la prévention qu'ils ont envers moi, et entre autres à ne pas me toucher, par exemple, à passer à 1 mètre de moi, à essayer à ne pas toucher à mes affaires, à ne pas aller autour du piano comme ils le faisaient avant, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose de très émouvant à voir, très, très intéressant. Je ne sais pas ce que c'était que cette petite intrusion, on va éviter les intrusions. Un chat qui est rentré, moi le chien. Bon, mais justement, sur cette question justement du lien, parce que finalement, c'est ça qui a été créé, le groupe qui coopère. Éric Bruyard, vous soulignez dans un article que vous avez écrit aux presses universitaires de Cambridge l'importance des réseaux d'entraide, des réseaux d'initiatives locales. Est-ce que vous pouvez nous développer un petit peu cette idée pour nous? Je crois que ça a été bien dit dans les témoignages précédents. En fait. Les outils institutionnels ne fonctionnent plus du jour au lendemain. Et il faut réinventer. Mais quand on invente localement. C'est-à-dire qu'on essaye de voir dans la situation où on est quelles sont les meilleures solutions. Et en gros, l'attente ou les besoins sont complexes. C'est-à-dire on ne va pas que des besoins scolaires stricts. Il faut aller au-devant des élèves, essayer de prendre en compte l'ensemble des besoins individuels et collectifs qu'ils peuvent avoir. Et ça, c'est très, très important. En gros, je pense qu'on reviendra tout à l'heure, mais c'est quel modèle d'école, finalement, va être importé par ce confinement. Il y a un article anglo-saxon que j'aime bien qui parle de bioche. On aime bien le biode, hein, c'est
amène ton dispositif à l'école. Là, on a eu le contraire. On a amené l'école à la maison. Mais quelle école on a pu amener à la maison? Est-ce que c'est une école justement où il y a de l'interaction de groupe, il y a du travail collectif, il y a justement des choses tout à fait intéressantes, finalement uniquement faire des devoirs à la maison? Voilà, je pense que c'est très important d'avoir cette réflexion pour maintenant et pour la suite. Donc effectivement, ce qui ressort des différents témoignages que j'ai pu entendre pour ma part en préparation de ce webinaire, c'est que les initiatives qui ont fonctionné sont effectivement des initiatives de collaboration et de coopération. Alors notamment, je tiens à citer des ateliers d'Univers Science, ateliers en live, si on peut dire en direct d'Univers Science, qui ont été menés entre avril et juin, donc des médiateurs scientifiques d'Univers Science qui ont suivi 15 classes du CM1, CM2. Alors peut-être que Julia Gutkin est avec nous juste pour nous expliquer un tout petit peu ce qui avait été fait avec ces classes, dans ces classes virtuelles. Oui, bonjour. Bonjour. Alors en effet, à la Cité des Sciences, les médiateurs scientifiques, on a voulu d'une façon ou d'une autre pouvoir continuer à faire de la médiation même à distance, et non pas forcément faire des capsules un petit peu comme les youtubeurs scientifiques, parce que c'est quand même un autre métier. Donc, on s'est dit qu'on allait intervenir dans les classes virtuelles des enseignants et proposer nos médiations scientifiques qu'on fait habituellement donc, à la Cité des Sciences. Et donc, ça a été une très belle expérience, ça s'est très bien passé. Donc, on a travaillé avec une quinzaine de classes, donc en effet sur 2 mois, de fin avril à fin juin. Et on a fait plus d'une trentaine d'interventions parce qu'on ne prenait pas forcément les classes avec tous les élèves. On a abordé plusieurs thématiques scientifiques, pas mal d'astronomie, mais aussi de la biologie, de la classification animale, enfin un petit peu selon les spécialités des médiateurs scientifiques qui ont participé à l'expérience. Et donc, ça a été vraiment intéressant parce que je pense que ça a changé un petit peu du quotidien des élèves pendant le confinement. Ça a gardé du lien, comme vous disiez, et ça, c'était vraiment très important. Et puis, ça apportait une certaine expertise scientifique dans plusieurs domaines. Donc voilà ce que je peux vous dire sur les classes virtuelles. Projeter, quelques-uns. Oui. Voilà, je me suis permis de projeter un petit peu quelques-uns des éléments que vous utilisiez en fait pendant ces classes virtuelles pour donner des réponses aux jeunes qui vous posaient des questions. Oui, tout à fait. On prenait contact avec l'enseignant et puis on préparait l'intervention, on envoyait des ressources pédagogiques, des vidéos aux élèves qui nous renvoyaient des questions. Et ensuite, donc là, vous avez montré des images de PowerPoint qu'on a fait. En fait, on utilisait les moyens du bord qu'on avait, donc, ou des choses chez nous, ou des images pour répondre à leurs questions et leur faire des exposés scientifiques. Alors, pour rester sur la partie témoignage, avant de passer à la suite, parce que ce qui nous intéresse après tout, c'est un peu le et après, qu'est-ce qu'on en fait de toute cette période. Peut-être citer aussi la plateforme Mon Printemps 2020, qui sont des projets artistiques et culturels qui ont été menés avec un certain nombre de classes. Alors, je crois qu'on a là quelqu'un qui pourrait nous en parler, peut-être, Marianne Calvérac, qui est, je crois, avec nous, déléguée académique à l'éducation artistique et à l'action culturelle du rectorat de Versailles. Si jamais elle est là et souhaite nous en parler, peut-être ce serait la personne qui pourrait nous en parler le mieux. Je vous remercie. Je ne m'attendais pas à cette mise en valeur. Merci beaucoup. En fait, c'est un programme qui remplissait plusieurs objectifs. D'abord, assurer la continuité de l'éducation artistique et culturelle. Donc, maintenir le lien entre les artistes, les professeurs et les élèves, par le biais d'un tiers-lieu digital dédié à l'éducation artistique et culturelle, et puis aussi permettre aux élèves de faire communauté autour d'un événement quand même extrêmement particulier, ce confinement printemps 2020, et de pouvoir en garder une trace sensible et créative, en étant bien sûr absolument convaincue que l'éducation artistique et culturelle est un levier puissant pour
magnifique, est un levier puissant pour mettre à distance de façon sensible et créative ce que les élèves peuvent traverser au quotidien. Donc, on a pu prendre appui sur un compte Instagram animé par la fondation Make.org, un compte qui a permis la publication d'une programmation artistique et culturelle de fin mars à début juillet 2020, donc avec une vraie proposition artistique et scientifique par jour, et des productions d'élèves en réponse à ces propositions artistiques, mais aussi des productions qui étaient liées au projet d'action culturelle qui se menait tout au long de l'année. Et le programme a été extrêmement suivi par nos partenaires culturels, puisqu'on a 200 partenaires culturels qui étaient plus ou moins directement associés, et 60 artistes et scientifiques programmés pendant 3 mois. Le compte Instagram a été aussi relayé par un blog dédié aux travaux d'écriture avec pour partenaire la Maison des écrivains et de la littérature. 12 000 écrits ont été envoyés par les élèves grâce au travail mené par des auteurs proposés par les maisons des écrivains et au travail des professeurs, bien entendu. Donc, oui. Non, je vous en prie, terminez. Donc voilà, j'ai fait... Merci beaucoup. Donc voilà, on le comprend. En fait, l'école est un espace de lien et doit le rester même en période de confinement entre élèves, lien entre professeurs et élèves. Et ce lien, eh bien, il peut être facilité par des outils numériques. Alors, des outils numériques qui sont pensés pour la pédagogie et parfois qui sont utilisés par des enseignants un peu geeks. Alors justement, Émilie Cochard, vous avez beaucoup utilisé les outils numériques pendant cette période de confinement avec des plateformes qui permettaient de créer de la coopération en fait, entre vos élèves. Alors oui, la classe virtuelle que j'ai utilisée, c'était la classe virtuelle du CNED, dans laquelle on avait la possibilité de mettre les enfants en groupe, un peu comme en classe, mais moins souplement, puisque en classe, en fait, on peut passer de groupe en groupe, mais on a quand même une vision périphérique de ce qui se passe dans tous les groupes en même temps. Là, ce n'était pas le cas, donc ça demande un travail à la fois intense et franchement épuisant, de passer de groupe en groupe en remettant tout ce qu'on n'a pas vu, puisque en fait on ne voit ce qui se passe dans le groupe qu'au moment où on rentre dans ce groupe créé virtuellement. La première fois que je l'ai fait, c'était pour leur faire créer des haïkus géographiques pendant les vacances de printemps, puisque les enfants ayant besoin de ce lien social, mais aussi scolaire, qui permettait, on va dire, de s'évader pour 1 heure par semaine, c'est peu finalement, du microcosme familial qui devenait parfois très oppressant. Je travaille en Île-de-France, très proche de la Défense. Beaucoup d'enfants ont des logements étroits, même très petits, dans lesquels finalement on tourne rapidement en rond. Beaucoup me disaient qu'ils n'avaient pour extérieur que la fenêtre de leur chambre, ce qui est vraiment très, très enfermant. Et c'était finalement ce haïku géographique qui n'a absolument aucun rapport, soyons clairs, avec ma discipline, hein, le moyen de les faire voyager au travers de paysages géographiques qui correspondaient malgré tout un peu au programme de 5e, puisque je l'ai surtout fait avec une classe de 5e qui était la plus demandeuse. Et ils créaient donc de la poésie ensemble, alors à 4 essentiellement, et ces poèmes très courts, hein, puisqu'un haïku c'est 3 vers qui ne sont même pas forcément rimés dans leur cas, pour finalement penser à ailleurs pendant un moment, et ça leur a tellement plu qu'on l'a fait 3 semaines d'affilée finalement, on est même sortis du cadre des vacances. J'ai aussi utilisé une plateforme sur laquelle finalement je pouvais à la fois leur donner le cours et des exercices, alors totalement asynchrone. Là par contre, je préparais donc mon cours que je modifiais totalement pour qu'ils collent aux nouveaux outils qui leur permettaient de les utiliser sur tous les outils numériques qu'ils avaient, la plupart étant
en fait sur leur smartphone. Parce que le mythe d'un ordinateur familial, déjà c'est un mythe, et même s'ils en avaient un, c'est bien l'ordinateur familial et pas un ordinateur individuel. Et de ce fait-là, il faut bien le partager avec tout le monde. Et quand les parents travaillent à domicile, il est impossible de le partager puisqu'ils en ont besoin toute la journée. Et cet outil finalement qui permettait, sans être tout à fait responsive, c'est-à-dire adaptable à l'outil dont disposaient les enfants, était très portable et fonctionne très bien sous les outils smartphone, tablette, et ça leur a permis de continuer les cours, puisque moi, derrière, même si c'était asynchrone, j'avais tout un tableau qui me permettait de vérifier qui avait fait non seulement le travail, mais aussi quelle bonne réussite, quelle moins bonne réussite, voire quels échecs, pour pouvoir faire de la remédiation individuelle. Et toutes les semaines, chacun, alors oui, ça demandait beaucoup de temps, mais chacun avait un compte-rendu, un retour, si je me permets d'utiliser le mot pédagogique, feedback, sur son travail vraiment personnalisé, avec des conseils, mais surtout des encouragements et des félicitations. C'était quand même le but. C'était bien assez dur comme ça. Alors, on va rester juste un peu avec vous parce que vous avez cité un mot intéressant, synchrone. On en vient à cette fameuse idée de synchrone, asynchrone et comment finalement lier les deux et est-ce que c'est là finalement la solution? Alors, aussi, j'ai pu entendre l'idée d'enseignement hybride. Alors, je vais me permettre, je ne sais pas si c'est la même chose, mais je vais me permettre de donner, alors vous allez me dire, la définition donnée par le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, qui a récemment publié une note en fait sur l'enseignement hybride, qui était présentée un peu comme un objectif à atteindre ou presque la panacée. Donc la définition, une combinaison ouverte d'activités d'apprentissage offertes en présence, en temps réel et à distance, en mode synchrone ou asynchrone. On en revient à cette idée. Donc voilà, est-ce que c'est là la panacée finalement et ce qu'on peut tirer de cet enseignement du confinement? La panacée, je ne suis pas sûre que ça existe en pédagogie, mais ça a été, on va dire, un pis-aller pendant la période du confinement et du déconfinement, puisque tous les enfants n'ont pas repris lors du déconfinement des collèges. Dans mon cas, en Île-de-France, de toute façon, c'était très tard, hein, donc c'était fin mai, début juin. Autant dire qu'il ne restait pas beaucoup de temps pour le faire, donc beaucoup sont restés à la maison. Le travail synchrone, c'est lorsque l'enseignant et les élèves, alors si possible tous, mais bon, on va dire l'enseignant et les élèves travaillent en même temps. Alors bien entendu, ça demande beaucoup de travail en amont et en aval de la part de tout le monde, parce que c'est vrai pour eux aussi. Le travail asynchrone, c'est lorsque l'enseignant prépare un travail qui peut être fait par les élèves en dehors de sa présence, même si bien entendu, la plupart du temps, il faut qu'à un moment donné, ils aient un retour sur leur travail, des conseils, des consignes. Et de ce fait-là, oui, finalement, dans cette situation particulière, l'enseignement hybride, tel qu'il est défini très bien d'ailleurs par le ministère, c'est vraiment ce qu'il y a de moins mauvais, si je puis dire, parce qu'il manquait quand même très nettement la partie en présence, ce qu'on n'a toujours pas encore vraiment, parce qu'il manque quand même un bout du visage, et que tout ce qui va passer par le non-verbal, finalement, on commence petit à petit à le découvrir autrement par une posture. Le langage des yeux est devenu essentiel, le langage des mains aussi. Toute une posture dans la classe, d'ouverture ou pas, à l'autre, peut nous donner des conseils, mais c'est des indicateurs sur est-ce que c'est compris, est-ce que c'est pas compris, est-ce que vraiment l'élève est présent à ce qu'il fait ou pas. Il n'empêche que ça reste compliqué, hein. On n'est pas encore tout à fait... on est sur une école d'après, mais pas encore celle dont je rêve. En tout cas, voilà, il y a l'idée un petit peu de s'affranchir des contraintes de temps et de lieu, avec cette idée de synchrone, asynchrone. Alors, moi, ce qui m'a frappé voilà, en préparation de ce webinaire, c'est de voir les innombrables outils finalement numériques qui pouvaient exister. Certains enseignants ont pu se sentir perdus et puis on peut avoir l'impression aussi, on peut se demander voilà, quelle pertinence de ces outils. Et justement, Éric Bruyard, vous dites bien, attention,
c'est la pédagogie qui doit guider les choix technologiques et non le contraire. Peut-être vous pouvez développer pour nous. Oui, ben, juste déjà, je voudrais rebondir. L'école, depuis l'écriture, elle a toujours été hybride. Dès que vous avez du livre, vous travaillez avec des personnes en présence, en coprésence, en même temps, et vous travaillez le soir chez vous. Donc, cette idée d'hybride, c'est la caractéristique de l'école, de l'institution école telle qu'elle est depuis extrêmement longtemps. Après, c'est le temps passé d'un côté et de l'autre qui peut changer. Et on connaît bien cette histoire de l'enseignement à distance, de la pluralité des distances. Il y a les distances géographiques de lieu, il y a les distances temporelles, mais il y a les distances économiques, il y a les distances culturelles, il y a les distances linguistiques, il y a des distances. Et c'est très important de comprendre que ces distances, si on n'a pas les moyens de les résorber, et c'est ce que fait l'école traditionnelle, c'est ce qu'elle tente de faire, et ben, effectivement, il y a beaucoup de gens beaucoup d'élèves qui sont laissés sur le côté. Et ce qu'on sait depuis très longtemps, c'est que dès qu'on utilise de la technologie et dès qu'on met les choses à distance, eh ben, les élèves les plus fragiles vont perdre très souvent pied. En fait, les technologies ou la distance renforcent les inégalités si on ne met pas en place des travaux compensatoires, si on n'a pas les mesures compensatoires pour aider tout ça. Et c'est là où intervient de la pédagogie, mais plus que de la pédagogie. C'est-à-dire qu'il faut inventer des éléments pour soutenir individuellement et collectivement l'ensemble des élèves qui, sinon, seront perdus. Parce qu'ils n'ont pas les moyens, notamment à la maison, de faire tout seul ce qui va faire classe, ce qui va permettre d'apprendre, etc., etc. C'est un rôle fondamental de l'école. Et du jour au lendemain, si on met tout à distance, effectivement, on va augmenter considérablement les inégalités. C'est ce qu'on s'est aperçu, et c'est ce qu'on savait avant, depuis très longtemps. Alors, fracture numérique du côté des enseignants, mais des élèves, mais aussi fracture numérique du côté des enseignants. Alors, Philippe Hanschauerker, je crois que vous êtes avec nous. Vous êtes formateur académique, vous participez à la formation continue et initiale des enseignants dans l'Académie de Créteil. Vous êtes professeur de physique-chimie en lycée, également professeur relais à Universcience. Et pendant le confinement, vous avez été sollicité pour faire des formations sur l'enseignement à distance, sur les cours en visio. Alors, je ne sais pas quelle est cette image que nous voyons là. Je suis là normalement. Je ne sais pas si on voit mon image. Justement, voilà, fracture numérique du côté. Ah ben j'ai perdu le fil là. Il y a une faille numérique qui arrive. Ouais, c'est ça. Il y a une faille numérique. Alors c'est avec. On voit votre image. Hein, vous pouvez répondre à la question. Alors, du coup, j'ai entendu une partie de la question, mais c'est vrai que je vais extrapoler, mais je crois avoir compris à peu près l'idée. En tout cas, mon témoignage de formateur donc, a été confronté à beaucoup de demandes et d'enthousiasme de la part de beaucoup de collègues, parfois sur le tard. En tout cas, c'est d'avoir constaté qu'il y a effectivement une grande diversité de l'adresse, de l'habileté numérique, on va dire, des enseignants, et même de l'équipement. Hein. Quelque chose qui est tout bête, mais par exemple pour faire une conférence en visio, en synchrone, à distance avec des élèves, par exemple d'avoir deux écrans, c'est très pratique, par exemple pour jongler entre l'écran où on voit les élèves avec donc la plateforme numérique et puis avoir un autre écran pour des documents. Et ça, tout le monde n'a pas cet équipement-là et mine de rien, ça joue beaucoup sur la facilité d'animer une réunion. Certains professeurs très complexé par rapport à l'usage des différents outils, d'arriver, effectivement, ça demande, quelqu'un l'a dit avant, je crois que c'est Mini qui disait que c'est très épuisant ces séances, car ça demande une concentration différente de celle en classe. Alors certes, on a un bruit, c'est très commode de s'affranchir du bruit de la classe, mais on a d'autres types de stress, et ces stress vont être encore plus amplifiés pour des professeurs qui sont moins à l'aise avec les outils numériques, des choses très très pratiques, hein, comme l'usage de certaines fonctionnalités, certaines touches, voilà. Donc il y a des professeurs qui finalement, complexant par rapport à ces problèmes, se sont un peu auto-censurés sur l'usage par exemple des visios, hein, des conférences, enfin en tout cas des petits moments de visio avec les élèves. Et moi, ce que j'ai pu constater en discutant avec eux, puisque pendant ces ateliers, on a beaucoup
parler principalement de l'utilisation de cet outil qui est la classe virtuelle à distance. Les professeurs qui ont utilisé à bon escient ces classes, finalement, se sont beaucoup moins épuisés grâce à ces petits rendez-vous hebdomadaires ou bi-hebdomadaires avec les élèves, pendant lesquels ils ont pu quand même échanger, remédier à un certain nombre de choses, se sont beaucoup moins épuisés que certains enseignants qui ont tout fait finalement au coup par coup et par système de mail, d'envoi purement écrit. Les professeurs qui ont pu utiliser ces plateformes se sont beaucoup moins épuisés et puis aussi ont beaucoup moins culpabilisé parce qu'ils avaient ce rendez-vous qui permettait d'avoir quand même une présence un petit peu en synchrone avec les élèves, que les enseignants qui les ont pas ou très peu utilisés, qui ont dû énormément batailler avec des échanges de mails et puis ont culpabilisé d'être dans une espèce de distance, et puis l'impression d'être finalement de ne pas voir leurs élèves alors qu'ils ont énormément fourni d'efforts, pas toujours aussi efficaces que ce que permettaient ces outils. Voilà, j'ai répondu en partie à… Oui, alors on comprend que on entend du bruit. Alors, on comprend que le numérique ouvre des possibilités pédagogiques nouvelles, mais qu'il faut prendre garde, enfin faire attention au contexte local de leur usage. Et Jean-Charles Léon, lors de notre entretien préalable, vous me disiez, voilà, le rôle du chef d'établissement a été primordial pour maintenir du lien et peut-être aussi pour coordonner les actions des uns et des autres. Alors oui, moi j'ai eu vraiment la Si chance. J'ai eu la chance d'avoir un chef d'établissement qui, à mon sens, a été remarquable. Je ne sais pas s'il regarde, mais moi je lui ai dit. Pendant toute la durée du confinement, nous avons reçu tous les jours d'ouverture du collège un mail de sa part nous disant où en étaient les élèves, nous expliquant les sondages qu'il faisait auprès des parents pour avoir un retour sur la façon dont les outils étaient utilisés, ou même simplement à plusieurs reprises pour nous dire « Aujourd'hui, je n'ai rien à vous dire ». Mais ça, le jour où il nous a envoyé ça pour la première fois, j'ai trouvé ça extraordinaire et je me suis rendu compte qu'il faisait comme ce que nous essayions de faire à ce moment-là, à savoir, il maintenait du lien avec l'équipe pédagogique et il maintenait du groupe. Et c'est cette fonction qui s'appelle la fonction phorique. Phorein, en grec, c'est porter. Il portait le groupe des enseignants, comme nous avons essayé de notre côté, à porter les groupes d'élèves. Et il a mis en place une somme d'outils extraordinaires en faisant intervenir la vie scolaire qui avait les listes d'élèves, les professeurs principaux pouvaient marquer quels étaient les élèves que l'on avait perdus, enfin dont on n'avait pas de nouvelles. La vie scolaire se chargeait, les surveillants se chargeaient de les appeler. Bon, moi, j'avais quand même professeur de musique à distance, je vous assure, c'était pas simple et quasiment culpabilisant parce que je ne savais pas comment travailler, quoi. Et donc, il m'arrivait régulièrement d'appeler un élève dont on signalait qu'il était perdu, une demande de parents d'élèves qui toujours étaient des demandes d'angoisse en réalité. Par exemple, une maman d'élève m'a fait un message: Monsieur, vous faites des ateliers de philosophie, j'aimerais bien vous donner des sujets. Bon, évidemment, quand je l'ai appelée avec derrière dans l'esprit l'idée qu'elle avait autre chose à me dire. Et effectivement, le sujet qu'elle voulait me donner, c'était la mort. Bon, à partir de là, c'était simple de la laisser parler et d'écouter son époux qui venait d'avoir un accident de voiture, l'enfant qui était totalement perdu avec cela. Et on s'est aperçu que le lien, là, pour beaucoup, dépassait notre fonction professorale, quoi. Je n'ai pas pu lui répondre: Madame, je suis enseignant. Je n'allais pas lui dire: ce n'est pas mon problème, mais j'ai été obligé de lui dire: bah, écoutez, je vais vous parler autrement qu'en enseignant, d'autant plus que ça faisait écho, toutes ces choses-là. Les enseignants vivaient des choses. Et j'ai donc pris sur moi, mais j'ai cette formation également d'analyse de la pratique et d'écoute, j'ai donc pris sur moi de lui parler de ce qu'elle vivait. Et donc le lien était vraiment extraordinaire et à chaque fois,
il était conjoncturel, quoi. Mais tout cela était porté clairement par le fait que j'avais la sensation d'être encore dans un établissement, parce que notre principal nous a constamment reliés ensemble. Et c'était fondamental. Je ne vous cite pas le lycée, un des lycées de secteur où le proviseur partant à la retraite n'a envoyé aucun message jusqu'au 1er juillet. Là, c'est à l'inverse totalement scandaleux. Et les enseignants ont été incapables de mettre des choses, ils sont restés dans un brouillard total. Oui, donc on comprend le chef d'établissement, il doit effectivement faire du lien, mais du lien, pas seulement du lien, il doit aussi peut-être, et pas seulement lui, coordonner. Il faut qu'il y ait une dynamique d'équipe, il faut peut-être aussi harmoniser les pratiques. C'est peut-être là-dessus qu'il s'agit de réfléchir aujourd'hui. Les outils numériques, on revient là, il y en a beaucoup. Il y a eu beaucoup de plateformes différentes qui ont été utilisées, etc. Mais peut-être qu'une des solutions pour la suite, ce serait au niveau local au moins d'essayer d'harmoniser les pratiques. Peut-être Émilie Cocher sur ce sujet. Alors, d'abord, permettez-moi 30 secondes de revenir sur ce qu'a dit Jean-Charles, qui fait totalement écho. Vous parliez d'équipe. J'ai découvert, j'étais arrivée en septembre dans mon nouvel établissement, et j'ai découvert un travail d'équipe éducatif très fort avec l'assistante sociale, avec la médiatrice, parce que je suis dans un établissement un petit peu bougeant, on va dire, avec l'infirmière, etc., autour d'enfants qui souffraient notamment de phobies liées à l'enfermement, probablement aussi à la situation sanitaire, certains qui de ce fait développaient des phobies scolaires, etc. Et c'est vrai que l'équipe joue énormément dans le ressenti qu'on peut avoir de cet isolement, parce que l'école, c'est pas du tout un isolement. On parle beaucoup du professeur qui est tout seul dans sa classe, mais il y a bien que dans sa classe qu'il est tout seul. Il ne l'est jamais, encore heureux d'ailleurs, parce que sinon ce serait pas un métier aussi formidable que ça l'est. Et par ailleurs, il est tout seul avec 30 charmants petits bouts de chou qui le font jamais se sentir tout seul. Enfin, en tout cas, je ne connais pas d'enseignants qui se sentent tout seuls avec leurs 30 élèves par heure, voire par journée pour les profs des écoles. Donc aujourd'hui, en fait, ce que j'ai trouvé formidable, c'est que je suis sur 2 établissements depuis la rentrée. Et dans le deuxième, que je ne connaissais pas, donc, j'ai découvert qu'ils avaient tellement mal vécu le confinement que dès la pré-rentrée, ils ont décidé de mettre en place, a priori, dans l'espoir que ça ne servira pas, mais malheureusement, on craint très fort que ça va servir, un processus à mettre en œuvre dans le cas où on reconfinerait, même partiellement, dans le cas où des élèves seraient à distance, dans le cas où l'enseignant serait à distance, puisque dès la rentrée, nous avons eu des enseignants qui étaient cas contact, donc en quatorzaine, désormais en septaine. Au final, ça demande quand même une organisation. Et le fait de pouvoir le faire en amont, ça va changer énormément la donne, parce que justement, on va harmoniser nos pratiques sans forcément en arriver à faire tous la même chose, mais peut-être limiter les plateformes pour les enfants, ce qui ne serait absolument pas du luxe. Si j'en étais arrivée à faire un espace sur mon blog pour remettre toutes les plateformes auxquelles devaient se connecter les élèves de la classe dont j'étais professeur principal, c'est bien parce qu'on ne peut pas demander à des enfants de 12 ans, j'étais prof principale d'une classe de 5e, de gérer 7, s'ils en avaient 7, espaces différents de travail. Donc le fait d'en avoir un sur lequel vous cliquez pour aller ailleurs, c'était mieux que rien, mieux que les 7 en question, mais ça n'était pas une solution. Et là, l'une des propositions qui est faite, c'est qu'on ne passe plus que par l'ENT, quel que soit le temps qu'il reprendra à se connecter. Par contre, la vie scolaire proposera aux enseignants, sans s'affranchir elle-même de son propre travail de lien scolaire et social avec les familles, d'appeler un petit groupe de parents et non pas des classes entières comme on se retrouvait régulièrement à le faire, ce qui permettra un contact plus fort et puis surtout plus régulier. Parce que appeler 30 enfants, c'est long, c'est très long. Surtout, comme le disait Jean-Charles, c'est souvent les parents qui répondent et eux aussi avaient besoin d'exprimer des choses.
Et alors finalement, on s'interroge sur le rôle de l'enseignant aujourd'hui. Finalement, qu'est-ce qu'on attend de l'enseignant maintenant? On lui demande plus de coopération, on lui demande de développer des communautés de pratique, il doit penser à d'autres scénarisations de l'enseignement, adopter de nouvelles postures, il devient un peu un chef d'orchestre. Qu'est-ce qu'on attend de l'enseignant? Ce sont d'ailleurs tout cela est évoqué dans un rapport UNESCO daté de novembre 2019, Rethinking Pedagogy, un rapport auquel a participé le laboratoire EDA d'Éric Bruyard, justement, peut-être Éric Bruyard sur cette question du rôle assigné à l'enseignant pour les années à venir. Oui, c'est très difficile à répondre, mais les enseignants qui ont parlé donnent une très belle image de cette nécessité, voilà, de prendre en compte le collectif. On ne peut pas faire tout seul, ce n'est pas possible. Un enseignant maintenant, s'il veut pouvoir tenir, doit travailler avec les autres, il doit travailler et il doit faire confiance à d'autres. Il faut que les équipes soient là. Et on s'aperçoit que le leadership, ça ne fonctionne pas. Il faut du leadership et il faut des groupes qui soient prêts et des enseignants qui, effectivement, font à la fois leur rôle et un peu plus que leur rôle de temps en temps pour que les choses se passent au mieux. Alors, comment les préparer pour faire tout ça? Ça, c'est une vaste question, une question très difficile. Oui, et qui pose la question de la formation. D'ailleurs, est-ce que ça bouge du côté des INSPE? Peut-être Philippe Hanschauerker pourrait nous répondre sur la question. Est-ce qu'on commence à voir le numérique qui prend plus de place? Est-ce qu'il y a des injonctions nouvelles? Est-ce que ça bouge? Je dirais que ça bouge depuis assez longtemps et avec pas mal de réticences, mais des réticences qui peuvent être, qui évidemment avant le Covid, dans d'autres situations, pouvaient être compréhensibles par rapport à tout ce qu'on a dit de l'importance du présentiel, du contact direct avec les élèves. Maintenant, évidemment, la situation qu'on a vécue fait que ça va forcément amener les professeurs à voir l'utilisation de ces nouvelles pratiques d'une autre façon, et puis de voir aussi certains avantages, parce qu'il y a aussi des points positifs. Hein. Alors évidemment, ça peut rester à la marge, ça peut être des effets de loupe de dire ça, mais moi, j'ai vu des élèves se révéler pendant cette période, parce que tout d'un coup, on leur demandait d'être autonomes, dans une temporalité aussi différente. Ça, c'est intéressant, une temporalité qui n'est pas imposée. Des élèves qui avaient des problèmes d'attention, pour lesquels c'est plus facile derrière un écran de se concentrer qu'en classe où ils vont jouer avec leurs petits camarades. Je dis ça évidemment, mais tout en étant tout à fait d'accord avec ce qui s'est dit avant. Pas question pour moi de dire que ce qu'on a vécu remplace la classe présentielle incarnée avec toute cette communication non verbale qu'on ne peut pas avoir à distance. Hein. Mais en tout cas, je pense que peut-être qu'un certain nombre de choses qu'on appelait par exemple les classes inversées, pratiques où on exhorte les élèves à peut-être travailler de manière, alors on va dire asynchrone, en amont sur un problème et puis retravailler ça avec une remédiation en classe. Alors peut-être que c'était une mode qui était devenue presque un petit peu, on va dire, caricaturale pour certains, mais en tout cas, ces pratiques-là, on en voit certains intérêts pratiques dans des situations spécifiques qu'on a vécues, mais on peut voir aussi des intérêts pédagogiques sur le long terme. Donc en tout cas, dans la formation, ça fait un certain temps que ces pratiques sont préconisées. On préconise aussi de faire des formations dites hybrides, dont une partie à distance. Moi, j'avoue qu'en tant que formateur, moi-même, je suis réticent. Hein. J'ai tendance à préférer évidemment une formation où je suis avec les professeurs stagiaires, où on échange à bâton rompu quand on peut. Mais oui, ça bouge. Et pas seulement depuis, j'ai envie de dire, depuis mars dernier. Évidemment, là, il y a un coup d'accélérateur. Tous les profs se sont formés ou auto-formés entre mars et juin de manière très, très importante. Moi, pour revenir un tout petit peu sur ce que je disais tout à l'heure, dans ces formations, par exemple, sur les plateformes, il y a des profs qui, de fait, se sont mis à ces pratiques et en mai-juin, dans ces petites heures de formation un petit peu express à l'usage de ces outils, ils m'ont dit « Oh, merci, si j'avais eu ces outils plus tôt, j'aurais pu faire des choses formidables. »
je vais garder ça pour l'avenir. Donc, je pense qu'il y a un certain nombre de prises de conscience de l'utilité que peuvent avoir certains outils. Mais aussi avec des prudences que je trouve tout à fait légitimes par rapport à tout ce qui a été évoqué avant sur l'importance du travail qui est en classe, que ne peut pas remplacer le travail à distance. D'accord, donc on le comprend, le confinement qui aurait pu être un déclencheur, en tout cas pour certains enseignants qui étaient peut-être un peu frileux, ou en tout cas qui n'avaient pas forcément le temps de se former, Ouais. etc. Justement, donnons la parole aux enseignants et aux autres personnes du public qui sont là. N'hésitez pas à poser des questions, notamment par écrit, si vous souhaitez témoigner ou poser des questions aux différents intervenants qui sont là. Je ne vois pas encore beaucoup de messages apparaître, mais vraiment, n'hésitez pas. Peut-être revenir sur la notion d'inégalité. On l'a évoqué un petit peu, mais cette idée-là que attention à la ruée vers le numérique, parce que si on ne fait que de la technologie, eh bien on risque d'augmenter les inégalités. Éric Bruyard. Oui, c'est un résultat qu'on connaît depuis très longtemps. Hein. La technologie, en fait, elle est très inégalement répartie et ce qu'on sait depuis très longtemps, par exemple sur l'enseignement à distance, c'est que ceux qui réussissent bien, c'est ceux qui ont des bonnes capacités d'autodirection, donc qui savent déjà diriger leur propre apprentissage, ce qu'on appelle l'autonomie, et plus que l'autonomie. Mais malheureusement, ça s'acquiert, et pour les jeunes enfants, ils n'ont pas cette autonomie, très rarement. S'ils ne l'ont pas, ils sont aidés par leur milieu. Et si le milieu n'aide pas, eh ben, ils sont vite dépassés. Et ça, les études sont concordantes depuis une cinquantaine d'années hein, autour de ces questions-là. Donc, voilà. Mais l'école a pour mission, elle se donne pour mission, l'école française, mais les autres écoles, pareil, d'essayer de résorber et de lutter contre ces inégalités. Alors, on a pu voir, comme la pandémie était mondiale, en fait, cette fermeture d'école, elle était dans la plupart des pays. Et la plupart des pays ont essayé de réagir à ça. Alors, quand on regarde les États-Unis, par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait beaucoup d'enquêtes et ils ont pu voir effectivement que les élèves avec lesquels le contact disparaissait, c'est avant tout les élèves des milieux défavorisés. Et ça, c'était très net. Quand on regarde en Chine, c'est pareil, c'est des écoles rurales, c'est des écoles de montagne. Et il y avait aussi des difficultés d'accès technique au Vietnam, par exemple, ou dans plein d'autres pays. Et je pense qu'il y a une prise de conscience mondiale, effectivement, que voilà, il y a un problème d'accès, c'est une première chose, et souvent on parle d'égalité et de fracture numérique de l'accès, mais il ne faut pas oublier la seconde et les autres ruptures qui sont des ruptures plutôt culturelles et des ruptures plutôt éducatives. Et là, l'école conserve cette mission fondamentale. Et ce n'est pas parce qu'on mettra des technologies à tous qu'on va résorber tout ça. Alors, les petites images que vous montre là, en fait, c'est tout à fait intéressant. C'est que là, vous avez une image qui est en Chine, ou dans un pays montagneux, comme ils n'ont pas accès, ils sont obligés de monter en haut d'une montagne pour se connecter à l'école. Et vous retrouvez aussi les mêmes images au Vietnam ou dans les champs. Là encore, dans des populations un peu défavorisées, ben, il faut s'isoler. Il y en a qui construisent des huttes pour pouvoir se connecter à l'école. Et là, vous voyez le retour à l'école, où ce qui est intéressant, c'est que vous voyez d'un côté plutôt un groupe ouvert qui peut discuter, ou des gens qui sont plutôt autonomes, qui construisent des choses pour se connecter à l'école, et le retour à l'école est plutôt un enfermement. Alors, on a un terme en français qui est l'école buissonnière. Alors, c'est intéressant parce que en américain, c'est to be truant. Donc, c'est truander, en fait, ne pas être là. C'est complètement négatif de ne pas assister à l'école. L'école buissonnière, ce mot buissonnière a un sens tout à fait ambivalent en français. C'est finalement aller, dans les prés, aller ailleurs et ne pas aller dans l'école elle-même. Mais est-ce que, quand on réfléchit à l'école actuelle et dans ses devenirs, est-ce qu'il ne faut pas qu'on ait une école qui soit aussi buissonnière, c'est-à-dire ne pas avoir une école militaire où tout le monde est rangé dans son espace, et même si les enseignants essayent de faire vivre le présentiel, et de l'autre côté, si on n'a pas une école qui va s'ouvrir aussi sur la vie, etc. Quand on a des préoccupations écologiques, quand on a tout un tas de préoccupations, il faut essayer de réconcilier cette école de la nature, cette école du groupe, cette école de la vie avec l'école telle qu'elle existe dans les institutions scolaires. D'accord, merci beaucoup. N'hésitez pas à témoigner,
à poser des questions. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont des choses à partager sur l'expérience qu'ils ont vécue pendant le confinement. Marie-Catherine, si je prends la parole parce que je ne peux pas lever la main. étant le, moi, dans ma classe, j'ai beaucoup accompagné mes élèves pendant le confinement. Au tout début, quand Paris Classe Numérique ne fonctionnait pas, on a fait un groupe WhatsApp pour que les enfants puissent être au courant, un groupe WhatsApp de la classe dont je suis prof principale, pour que les enfants puissent être au courant du travail qu'ils avaient à faire, parce que ils ne voyaient pas forcément leur travail, vu qu'ils n'arrivaient pas à se connecter sur Paris Classe Numérique. Mais malgré tout, il y en avait à faire. Donc, je les ai accompagnés sur ce travail en mathématiques, en français. Et en particulier, je ne vais pas raconter tout ce qui s'est passé, mais ce que j'ai beaucoup apprécié, c'était la classe virtuelle qui m'a permis, pour certains élèves, de les accompagner dans leurs tâches. Et là, c'était une déviance j'ai pris la classe virtuelle d'une autre forme et je l'ai transformée comme en un accompagnateur d'aide aux devoirs. Donc, certains élèves, je leur disais, à telle heure, on se retrouve tous les 3, tous les 4, pour faire ensemble les devoirs et vous m'expliquez ce qui ne va pas, on avance les devoirs. Et là, on s'est retrouvés sur quelque chose de complètement différent, puisque je n'étais pas dans ma discipline, je n'étais pas sur ce que j'aurais dû faire à l'intérieur de la classe, mais dans de l'aide aux devoirs. Et ça, cette année, j'aimerais beaucoup le remettre en place, de l'aide aux devoirs à distance pour les enfants qui ne peuvent pas participer à l'aide aux devoirs en classe, puisqu'ils ont le petit frère à aller chercher à l'école, la petite sœur à garder, etc. Et des situations qui ne sont pas forcément aussi simples, puisque beaucoup de parents d'enfants, de parents défavorisés travaillent soit le matin, soit le soir, soit à des moments où on penserait qu'ils pourraient être là pour accompagner leurs enfants. Voilà. Alors Jean-Michel Zakartchouk, je crois, souhaite intervenir également. Oui, je voulais dire, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Roselyne sur le travail personnel. Je pense qu'effectivement, c'est une chose sur laquelle il faudra réfléchir, comment intégrer l'aide à distance dans le travail personnel. Mais ce que je voulais surtout dire, c'est par rapport aux inégalités, on a entendu beaucoup, et certains ont écrit des livres ou des textes là-dessus, sur le renforcement des inégalités pendant la période avec le numérique. Mais moi, j'aurais presque envie de dire, oui, certes, probablement qu'il y a un renforcement, mais les inégalités, elles sont pas nées là. Et elles existent de toute façon dans l'école. De même que la distanciation, on pourrait dire aussi qu'il y a de la distanciation sociale et culturelle dans l'école ordinaire telle qu'elle fonctionne. Et il y a aussi cette distance qui est invisible bien souvent. Et donc, je pense que le confinement et l'enseignement à distance est encore plus un révélateur de choses qu'il faut faire évoluer. C'est ce qu'on a voulu montrer dans le livre L'école d'après, Construire ensemble l'école d'après, dont je suis co-auteur avec Jean-Charles et Sylvain Connac. Mais je crois qu'on a voulu montrer peut-être que justement pourquoi se battent les mouvements pédagogiques, les mouvements d'éducation nouvelle depuis longtemps, à savoir la coopération, à savoir, et surtout la différenciation pédagogique, parce qu'on voit bien, là, il faut diversifier les formes. Quand on parle hybride, en fait, on pourrait presque dire différencier, diversifier. Et je crois que c'est ça qu'il faut arriver à développer, qui est révélé par la crise, avec plein d'ouvertures nouvelles, parce que le débat philo, dont j'aimerais bien que Jean-Charles parle un tout petit peu, pas à distance, c'est quelque chose d'assez remarquable. On pourrait dire aussi, sur le site des cahiers pédagogiques, on a aussi publié des choses sur la coopération à distance, qui est un peu paradoxale d'une certaine façon. Donc voilà, c'est toutes ces ouvertures nouvelles. Et en tout cas, je crois qu'il faut ni diaboliser, ni angéliser le distanciel, quoi. C'est un outil parmi d'autres. Et effectivement, on a parlé des classes inversées. On a aussi donné la parole dans le livre à des adeptes et des militants de la classe inversée, avec des formes très, très diverses, et justement pas la forme caricaturale dont on parle parfois dans les médias. Donc, il y a beaucoup d'ouvertures intéressantes possibles.
Moi, évidemment, pardon, je suis complètement d'accord avec ce que dit mon ami Jean-Michel, mais un peu provocateur, je dirais que finalement, ça ne nous a pas appris grand-chose, ce confinement. Ça a confirmé des choses que les mouvements pédagogiques connaissent et ça les a révélées. On aimerait bien d'ailleurs que des gens en prennent conscience. Ça a confirmé le groupe. On a eu un témoignage dans le livre très court où on demandait à l'auteur, c'est Guillaume Caron, je crois, est-ce que vous changeriez quelque chose finalement après ce confinement? Il dit non, rien. Moi, ça a très bien marché. J'étais dans une classe coopérative avant. Ils ont continué à coopérer. J'ai perdu aucun élève. Et, enfin, je raccourcis son propos, mais c'était remarquable de voir que les groupes établis et fonctionnants avant la coopération ont continué à fonctionner la plupart du temps. Et ça, c'est vraiment absolument remarquable de voir ceci. Quand je crois que c'est Philippe qui parlait d'élèves qui se sont mis à travailler dans le cadre du confinement ou qui se sont révélés, mais pensons simplement groupe. Que peut représenter une classe pour un élève dans lequel il se sent mal? Il ne va pas se révéler dans une classe qui n'est pas hors menace, et donc il ne va pas travailler. En revanche, il va arriver chez lui, la menace des autres va disparaître et il va pouvoir se révéler. Mais on a très peu parlé des très bons élèves qui se sont éteints pendant le confinement. D'élèves qui d'un seul coup se sont arrêtés de travailler. Pensons groupe, et ça c'est vraiment quelque chose que l'on a développé avec Pierre de Lyon dans cet assez long article qu'on écrit dans le livre. Pensons groupe. Quel groupe intègre l'élève qui quitte sa classe pendant le confinement? Il intègre son groupe familial, adolescent, groupe qui, d'un point de vue fantasmatique, il n'a qu'une envie, c'est partir. Lui, il veut aller dans la vie, l'adolescent, il n'a plus envie de rester avec sa famille. Et d'un seul coup, on lui dit, tu vas rester. On n'est pas sûr que ça va durer toute ta vie. Hein. C'est-à-dire, le fantasme, c'est « et si les autres étaient morts, quoi? Et s'ils n'existaient pas? Et s'il n'y avait plus que moi et ma famille ?» C'est l'horreur. Et vous avez des adolescents qui se sont... J'ai des amis, des collègues amis dont les enfants sont brillants, qui ont cessé de travailler. Et les enfants, avec une envie, c'était sortir. Enfin, voilà. Est-ce qu'on va un jour ou l'autre former les enseignants à vivre et à comprendre le groupe? Est-ce qu'on va enfin faire ça? Est-ce qu'on va arrêter de faire de la didactique uniquement? Est-ce qu'on va leur apprendre comment fonctionnent les groupes? C'est connu depuis la Deuxième Guerre mondiale. On connaît ces choses. Il y a des études avant qui sont un peu dépassées, mais est-ce qu'on va enfin apprendre aux enseignants ce que c'est qu'un groupe? Comment réagit un groupe? Quelles sont les interactions dans le groupe? Qu'ils font partie de leur groupe classe et qu'ils ont des interactions. Je pense que s'il y a quelque chose à apprendre de cette alors je simplifie, hein, mais de cette période, c'est tout de même le groupe, il serait temps de s'y intéresser. Et donc, l'opération, et donc, voilà, le lien, et voilà. Pardon. Une autre question intéressante du coup qui est soulevée par un enseignant là qui nous écrit, justement ces élèves qui décrochaient, qui n'étaient plus là, qui ne suivaient plus les cours, cet enseignant essayait de les joindre via le groupe classe WhatsApp et la principale leur a dit qu'au collège il était interdit d'utiliser ce média de communication. Donc on est là sur les notions d'utilisation ou pas de médias non RGPD, etc. Donc peut-être Émilie Cocher sur cet aspect-là. Je vais sûrement décevoir l'enseignant en question, mais oui, c'est totalement illégal. Le RGPD est là pour protéger les enseignants autant que les élèves et les parents. Alors, ce qui se joue en ce moment, parce que je suis pas du tout contre WhatsApp, hein, je suis même plutôt pour travailler à expliquer à quoi peuvent réellement servir les réseaux sociaux aux enfants, hein, parce que c'est rarement des outils qu'ils maîtrisent. Ils savent s'en servir, mais ils en sont plutôt le sujet que l'objet, alors que ce serait quand même bien mieux s'ils pouvaient ne plus en être seulement des sujets et s'en emparer réellement, comme on le voit aujourd'hui, par exemple, chez les opposants chinois sur TikTok. Mais ça mis à part, ce qui se joue aujourd'hui, parce qu'on a besoin de ces outils
hors, on va dire, groupe classe pour créer le groupe et pas seulement uniquement quand ils sont ensemble avec nous, pour maintenir le lien, pour qu'ils aient des espaces où ils peuvent poser des questions, parce que certains enfants, on en a parlé plusieurs fois, se sont révélés pendant le confinement parce que le groupe classe est parfois un endroit qui les enferme dans un rôle, que ce soit le rôle du trublion, le rôle du mauvais élève. Hein, tu as toujours été nul, bon, bah, tu resteras nul. Je déteste ce mot en plus, mais c'est difficile pour un enfant de s'affranchir de l'étiquette qui lui a été collée pendant les 4 ans de collège, pendant les 6 ans d'école élémentaire, voilà, on a très rapidement des étiquettes et c'est difficile de s'en affranchir, en particulier dans ce fameux groupe adolescent dont ils ont besoin, mais qui est parfois quelque chose qui les enferme. Et pour faire sortir tout ça, il faut qu'on insiste, nous enseignants, on a ce pouvoir d'insister auprès de nos fournisseurs d'espaces numériques de travail sur la nécessité de nous offrir des espaces de chat. Le chat, c'est pas un gros mot. Le chat, on a tous découvert, pour ceux qui ne pratiquaient pas, que c'est essentiel pour permettre en asynchrone ou en synchrone de travailler ensemble quand on n'a pas d'autres outils. Et franchement, je comprends très bien cet enseignant de dire voilà, j'ai plus accès à cet outil. Or, il était devenu essentiel pour nous. Comment faire? Comment faire? Insister auprès de votre collectivité territoriale pour continuer à avoir accès à un outil numérique qui soit du chat ou, ou un système, là on est sur Zoom, mais comme un système des réunions virtuelles, c'est pas seulement un droit, c'est un devoir de leur part de nous fournir des outils qui fonctionnent. Et on en a vraiment besoin. Alors, s'il n'y a pas immédiatement d'autres questions du public, encore prendre la parole. Puisque tu disais, c'est Roselyne, puisque tu disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on en fait demain? J'ai envie de te raconter ce qui s'est passé à la fin, quand on a repris nos élèves dans nos classes. Donc, mes élèves venaient, sauf quelques-uns qui avaient fait le choix de ne pas venir. Donc, pour cela, on a continué les classes virtuelles. Eh bien, ce qui était trop drôle, c'était de retrouver ceux qu'on voyait en présentiel, qui venaient également en classe virtuelle. Et là, pour rejoindre ce qu'on vient de dire à l'instant, est-ce que nos élèves, j'ai failli dire nos enfants, mais nos élèves n'ont pas besoin, au-delà du temps de la classe, d'un temps pour échanger, d'une classe virtuelle, pour poser leurs petites questions qu'ils n'ont pas réussi à poser à ce moment-là, ou simplement pour donner leur avis, leur ressenti, leur ressentiment, etc. Voilà, je te renvoie l'expérience. Oui, Émilie Cocher et Jean-Charles Léon, vous voulez tous deux intervenir. Peut-être d'abord Émilie. Alors, finalement, ce que présente Roselyne, c'est ce qu'on appelle régulièrement les tiers-lieux. Et ça me rappelle ce que disait Monsieur Bruyard sur l'école buissonnière. À ce mot d'école buissonnière qui est effectivement très polysémique et finalement très négatif, je préfère l'expression école ouverte. Alors malheureusement, mes 2 collèges sont des collèges on va dire, d'hyper-centres urbains, dans des milieux très fermés autour de grands ensembles. Donc, faire l'école ouverte, ça voudrait dire les renvoyer dans la cité, c'est pas forcément l'idéal. Mais l'un des deux a la chance d'avoir à côté une mini-forêt, enfin, il l'appelle forêt, disons qu'il y a quelques arbres, et j'ai déjà obtenu l'autorisation de les y emmener plusieurs fois. Et oui, je pense qu'on a l'obligation morale, mais aussi professionnelle, de penser que la classe, c'est pas forcément enfermé entre 4 murs. On se l'est prouvé à nous-mêmes, je dirais, pendant le confinement et finalement même après, parce que ce que présentait Roselyne comme situation, je crois qu'il n'y a pas du tout qu'elle qui l'a vécu. Hein. Les enfants qui avaient besoin de ce lien social qui était l'école et qui restait le seul lien social pour beaucoup, parce que en dehors, on nous a beaucoup présenté des enfants qui se retrouvaient en groupe
En fait, non, pas tant que ça. La peur qui était distillée dans toute la population, alors elle s'est effacée avec les vacances. Là, oui, ils retrouvent leur groupe et les gestes barrières en dehors de l'école ne sont plus autant présents, mais jusqu'à juillet, ils les ont maintenus largement. Ils se retrouvaient à 2, 3 maximum, rarement plus. Jean-Charles Léon? Oui, ce tiers-lieu dont tu parles, Émilie, et ce lieu que les élèves essayent de retrouver en venant dans une classe virtuelle, ça existe, ça s'appelle un conseil d'élèves, par exemple. C'est-à-dire un lieu hors menace, où la parole est régulée, institutionnalisée, et où l'on peut dire sa blessure, son désir, etc., mais dans un espace de régulation. Ça, c'est important de voir ceci. Et Émilie, avoir envie de sortir, magnifique. Je rappelle simplement ce que disait Freinet. Le premier jour, sortez. Le deuxième jour, sortez. Le troisième jour, sortez. Et le quatrième jour, vous aurez envie de sortir. Voilà. C'est où on fait de l'école un lieu sanctuarisé, auquel cas on a perdu, parce que ça doit être un modèle de société, l'école. Où on ouvre l'école. Et on a dans le livre des articles d'Aurélie Sfang et de son équipe sur l'école dehors. Vous vous êtes promené pendant le confinement. Est-ce que vous avez entendu ce concert de nature? Elle parle des concerts dans la nature. Moi, j'ai découvert le pivert. J'ai analysé rythmiquement, puisque je suis professeur de musique, j'ai analysé rythmiquement ce que fait le pivert. C'est un rythmicien extraordinaire, le pivert. Ça, il faut remettre les élèves dans toucher la terre, dans toucher la nature, dans toucher le groupe pour toucher la société. C'est ça qu'on a appris. C'est ça que j'ai appris, moi. Et mes cours sont bouleversés. D'abord parce que je ne les fais pas chanter, parce que je n'ai pas envie de diffuser le virus, contrairement à ce que me dit le ministère. Et j'ai complètement transformé mes cours, ce qui est aussi fatigant d'ailleurs, parce qu'il faut tout refaire. Au bout de 40 ans, c'est difficile. Et j'ai complètement transformé mes cours pour réintégrer encore plus de groupes, pour réintégrer du sensible, encore plus de sensible dans ce que je fais. C'est ça qui est fondamental. Il faut revenir vraiment à des fondamentaux, quoi, des choses simples et fondamentales. Alors, vous parlez d'ouvrir l'école et il y a peut-être une dimension qu'on n'a pas évoquée du tout, c'est ouvrir aussi l'école aux familles peut-être. On a parlé des enseignants, des élèves et pas des parents. Est-ce que l'école ne deviendrait pas un écosystème? Alors, moi, j'ai relevé une citation de Stanislas Dehaene à ce sujet. Et il disait l'avantage du confinement est qu'il a effacé la barrière entre les familles et l'école. On a créé du lien et les familles ont vu ce que c'était qu'enseigner, quel rôle elles pouvaient jouer. Notre idée serait que les enseignants et les familles partagent les mêmes outils. Alors peut-être quelqu'un souhaiterait réagir sur cette question-là. Éric Bruyard, peut-être. Le rôle des parents et de la famille dans tout ça. En fait, pas tout à fait, parce que je voulais rebondir sur Buissonnière, parce que on a parlé de Freinet. Il y a un grand film qui est paru juste après la guerre sur Célestin Freinet, interprété par Bernard Blier, qui s'appelait L'école buissonnière. Oui, tout à fait. Et en fait, ce qui est amusant, c'est que ce qu'on a connu, c'est qu'il y a les réseaux buissonniers, c'était dans les années 90 dans le Vercors. C'est là où, en fait, les gens voulaient faire du travail collectif entre des écoles distantes. L'école rurale, c'était très important pour éviter la désertification. On faisait travailler les élèves ensemble. Et il y a l'écriture collective en 95. À partir de la presse, voilà, ils voulaient faire du télétravail. Après, ça s'est développé, le modèle québécois, qui est l'école éloignée en réseau. Ce qu'on cherche, c'est effectivement, dans l'école éloignée en réseau, c'est de faire travailler les enfants collectivement, de faire du processus vraiment collectif, de création collective. Et c'est vraiment fondamental. Et ça s'est beaucoup développé dans les petites écoles rurales. Et en fait, ça s'abandonne, alors que ce modèle-là, finalement, nous aurait beaucoup servi pendant le confinement. Oui. Et c'est un modèle qu'on doit retrouver. Moi, je suis parfaitement d'accord avec ça. Alors, bien sûr, les parents, pour avoir leur rôle, c'est un peu compliqué. C'est peut-être plus facile, justement, dans des lieux ruraux, de donner un rôle que dans nos grandes métropoles où les gens travaillent. Enfin, c'est beaucoup plus complexe. Mais effectivement, il y a certainement des liens à trouver derrière tout ça.
Oui, parce que si on parle des collégiens, des lycéens, là oui, le travail asynchrone, l'autonomie, on peut y penser, à la rigueur, le parent a peut-être un moins grand rôle à jouer, mais ce qu'on a peut-être moins évoqué ici, ça va être chez les plus jeunes enfants en primaire, où là le parent, il va avoir une place, il me semble, assez centrale, dès lors qu'il va falloir penser à des enseignements à distance, éventuellement asynchrones. Là, le parent a nécessairement une place à jouer. Ce qui est important, me semble-t-il, c'est que le parent ait une place. C'est-à-dire que quand j'entends mes collègues, des collègues, parce que mes collègues ne lisent très peu dans mon établissement, mais dire les parents ne doivent pas venir à l'école, c'est toujours source de problèmes, etc. Moi, je dis, mais non, faites-les venir en leur donnant une place. Professeur de musique, j'ai fait des dizaines de concerts où les parents intervenaient, où les parents venaient, ne serait-ce que pour pas le repas, mais le pot que l'on faisait à la fin du concert qui était organisé par les enfants. C'était des moments délicieux. Et les parents venaient en sortie et j'essayais d'en prendre plus que deux, je vous assure. Ça a posé suffisamment de problèmes, etc. Quant à Stanislas Dehaene, pour revenir à ça, mais qu'est-ce qu'on a vu des parents? Moi j'ai vu des mamans repasser derrière l'ordinateur, donc on faisait un atelier de philosophie. Mais je suis enseignant, ça fait dans le même coin, donc j'ai eu presque tous les parents, presque tous les enfants. Donc régulièrement, j'avais un coucou à l'ordinateur qui venait me voir. On a aussi vu des parents qui n'en pouvaient plus de leur enfant, qui ne comprenaient rien. Il ne faut pas mythifier ça quand même. On n'a pas d'un seul coup vu les parents découvrir le métier formidable des enseignants, que c'était difficile. Non, on a vu la vie. On a vu des choses qui... alors, partager avec les parents, oui, mais c'est pas comme ça que ça se fait. C'est leur donner une vraie place, c'est les accueillir, c'est leur faire confiance, c'est discuter. Ne serait-ce que par exemple, dire à des parents, je vois un exemple, des parents disent oh oui, oui, mon fils ne réussira pas en maths parce que de toute façon, moi c'était pareil. Bon, la fidélité familiale, le gosse est nul en maths. Prenez le parent qui est concerné, moi je l'ai fait et ça marche. Dites-lui, ah oui, vous étiez nul en maths, mais est-ce que vous aimeriez que votre enfant réussisse en maths? Ah oui, 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 oui. Ben alors dites-lui. Ben ça change tout. D'un seul coup, on réinscrit l'enfant dans une histoire familiale. On ne lui donne pas une étiquette comme adore Stanislas Dehaene, disent quelque chose. Et ensuite, l'enfant peut, à partir de cette histoire qui est peut-être blessée, avancer. Enfin, c'est pas dire oui, les parents ont joué au prof. Non, ils n'ont pas joué au prof, ils ont sauvé les meubles. Moi, en fait, ça me met en colère, cette intervention de Stanislas Dehaene. Voilà, bon, pardon. Émilie Cochard, vous vouliez réagir aussi? Pour donner de la place aux parents, il y a plein d'expériences qui se font en coéducation. Ça s'appelle comme ça, hein, le fait d'ouvrir beaucoup plus l'école aux parents. Bon, je résume et je simplifie. Mais j'ai vu des expériences vraiment très sympas de café des parents et on n'a pas attendu effectivement le confinement pour ouvrir ou malheureusement fermer l'école aux parents. Et pourtant, il est absolument nécessaire de l'ouvrir. On ne peut pas faire de l'éducation nationale sans les éducateurs que sont les parents. On peut enseigner, on peut éduquer, mais si notre éducation n'a absolument rien à faire avec celle qu'ils ont à la maison, ça donne à peu près ce que présentait Jean-Charles, des conflits de loyauté ou des projections familiales si fortes que, je parlais tout à l'heure d'enfermement d'un enfant dans une étiquette par les copains, mais finalement il y en a aussi à la maison. Et de ce fait-là, il y en a aussi par les enseignants. On ne va pas non plus jouer de l'angélisme. Hein. On n'est pas parfait, on est humain tout autant que les autres. Et si on peut se reparler, alors de tout, hein, vraiment sans tabou, des cafés des parents sur les jeux vidéo, des cafés des parents sur la sexualité des enfants, pas celle des parents qui ne regardent que. C'est très important de faire, quand je dis café, c'est parce que ça se faisait le samedi matin et qu'on les invitait à prendre un café et à discuter. Hein. Mais c'est bien l'idée d'ouvrir la porte de l'école, mais aussi la porte de la parole. Et il faut vraiment que ça soit institutionnalisé bien plus qu'on ne le fait là. Pas seulement des entretiens individuels, mais vraiment des entretiens avec nous, mais aussi entre eux.
découvrir qu'on n'est pas le seul parent qui a du mal à expliquer à Petit Chou que Petit Chou doit arrêter de jouer à son jeu parce que là, il est tard et qu'il faut qu'il aille se coucher, et bien rien que ça, c'est énormément déculpabilisant. Et ça a l'air de rien, mais un parent qui se déculpabilise, c'est un parent qui va déculpabiliser son enfant aussi. Et tout ça, c'est un tout. Et ce sera, je crois, le mot de la fin, si personne ne souhaite intervenir. Merci à tous d'avoir été présents et merci pour ces échanges riches qui ouvrent plein de perspectives et de nouvelles réflexions. Le prochain TEDUC, ce sera le 14 octobre et il sera consacré aux sciences cognitives, comment elles questionnent les pratiques d'apprentissage. Et nous aurons le plaisir d'en discuter notamment avec Jean-Luc Berthier, spécialiste des neurosciences cognitives, de l'apprentissage et de la formation, et Grégoire Borst, professeur de psychologie du développement et de neurosciences cognitives de l'éducation et directeur du laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant. Ouf, j'ai réussi à le dire. Merci encore, merci à tous, et puis à très bientôt. Voici le programme.